Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à vous trois. Laurence de Villers, vous êtes professeure IA à l'IMSI CNRS, membre du Comité national pilote d'éthique du numérique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Camille Brec, vous êtes directrice associée au BCG. Bonjour et bienvenue. Et David Lacomblette, vous êtes fondateur et président de la Villa Numéris, qui est d'ailleurs partenaire de cet événement. Bonjour à vous aussi. Laurence, l'intitulé de cette table ronde est assez vague, on va dire, data et éthique. D'ailleurs, le terme éthique est un peu galvaudé, mais prenons en toile de fond la situation actuelle de cette pandémie mondiale. On est dans une situation où beaucoup de données assez sensibles de santé sont créées tous les jours. En même temps, on cherche un remède contre le virus et on cherche aussi à améliorer le suivi des patients. Alors, comment, justement, est-ce qu'on peut trouver un juste milieu entre protection des données et en même temps partage des données pour en extraire le plus de valeur? Alors, merci de me donner la parole déjà. Donc, sur ce sujet qui est éminemment complexe, on travaille beaucoup dans le comité dans lequel je suis sur l'éthique du numérique, qui s'appelle en fait le Comité national pilote d'éthique du numérique, qui est couplé au CCNE, donc sur la biosanté. Nous sommes agiles pour répondre à ce genre de questions. À la fois pour aller chercher au plus profond qu'est-ce que c'est que l'éthique qui doit être mise en œuvre lorsqu'on design des systèmes d'IA et qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment l'encadrer. Et en même temps, je pense qu'on est un comité qui devrait être plus visible parce qu'on est capable de répondre à des questions très précises en fait sur ces sujets d'éthique et de données, que ce soit pour la santé, comme vous l'avez dit, mais pour l'énergie, pour beaucoup de différents objectifs, parce qu'il est essentiel d'anticiper. Il est essentiel de se donner des bacs à sable pour faire des études. Et cela nécessite de mutualiser des données, en respectant bien sûr la RGPD, la vie privée des personnes, mais aussi en leur montrant que grâce à eux, grâce à leurs données, on peut aller plus loin. Un bon exemple en ce moment, c'est celui du Health Data Hub, HDS, qui permet effectivement de proposer un catalogue de différents bases de données faites par des hôpitaux ou le centre de maladies, le nombre de personnes qui sont décédées, etc. Et qui anonymise évidemment ces données, les pseudonymise, c'est-à-dire qu'on enlève les noms, les prénoms et un nombre d'informations qui permettent de retrouver la personne. Mais ces systèmes, ces bacs de données, ces banques de données, ces catalogues de données sont surtout là pour des objectifs. Et je pense qu'il faut arrêter de parler de mutualisation de données sans objectif. Il est important d'expliquer ce qu'on souhaite faire, comment on va décider des différents possibles pour notre économie, pour les citoyens. Et cela passe par une anticipation aussi de ce que pourrait être un mauvais projet qui nous fait froid dans le dos autour de ces données. Si on est capable de comprendre cela et de mettre sur le tapis tout de suite des informations autour de ce qu'on veut faire avec les données des personnes, je pense qu'elles seraient plus à même de les partager. D'autre part, je pense qu'on a des bons exemples dans l'industrie où on voit effectivement des groupes agiles qui sont capables de se mettre ensemble. On a entendu un certain nombre de personnes s'exprimer ce matin sur ce sujet. Se mettre ensemble pour aller plus loin. Mutualiser à la fois des données, mutualiser des services. Si je prends par exemple l'exemple des réseaux téléphoniques, le fait qu'il y ait des zones blanches et qu'il y ait un des partenaires qui prenne en charge pour les autres dans ces zones blanches en proposant d'utiliser les services des plateformes qu'il a déployées. Donc ça, ce sont des bons exemples. On ne les entend pas assez. L'éthique, c'est positif. L'éthique, c'est une économie plus forte, plus respectueuse des citoyens, où on garde son intimité et on a un contrôle sur les usages que seront faits de nos données. C'est aussi anticiper les dépenses d'énergie, les différents objectifs de santé. On va apprendre beaucoup plus, comme vous l'avez dit, sur la santé, par exemple, sur la Covid, bien évidemment, mais pas seulement. En ce moment, on est en train de parler que de cela. Or, il y a énormément de bases de données sur le cancer, sur les vaccins, comment on est résistant à des vaccins ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire à travers ces différents objectifs. Je pense que c'est ces sujets-là qu'il faut pouvoir donner à tout un chacun pour avoir plus confiance dans ces différentes mutualisations de données, que ce soit sur l'énergie, le transport, la banque ou la santé. Et pour cela, le comité dont je fais partie, qui est indépendant, propose donc
des opinions autour de ces sujets sur des questions précises. Et je pense qu'on a un travail de fond sur l'éthique de l'IA à avoir, qui est sur la donnée et aussi sur la manipulation des systèmes qui pourraient être mis en œuvre. Donc c'est à plusieurs niveaux et je pourrais parler de ça parce que c'est mes sujets de recherche aussi. Mais c'est important de comprendre qu'on doit mutualiser pour être plus fort. On doit être mutualisé aussi en Europe pour être plus fort. Alors, on va l'évoquer tout à l'heure, justement, la mutualisation. Et le dernier mot, il faut aussi mutualiser sur le monde entier. Il faut arriver à anticiper beaucoup plus largement que ce qu'on est en train de faire. Et moi, j'appartiens à un groupe qui a été développé par la présidence française et canadienne il y a peu de temps, qui s'appelle le GPAI, Global Partnership on AI, où on travaille sur 4 sujets, dont la gouvernance des données, mais également sur le futur du travail. Et je pense que ces sujets-là, vus d'un point de vue mondial, en embarquant la Corée du Sud, l'Australie, les États-Unis, le Canada, le Japon, nous montrent que nous avons des alliés aussi dans d'autres démocraties et qu'il est important de prendre en compte ces différences culturelles, ces bonnes connaissances de mutualisation des données qui peuvent être aussi de façon internationale très puissantes. Alors, on va continuer à parler de mutualisation, mais ce que vous avez dit, c'est peut-être qu'il manque encore un peu de pédagogie, en tout cas pour les Français, pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière cette mutualisation. David, on a vu avec cette pandémie que le public français est encore assez craintif par rapport, et en tout cas très, très attaché à ces données personnelles. Il va donc falloir les rassurer, trouver des parcours qui sont respectueux des données personnelles, parce que sans confiance, finalement, eh bien, il n'y a pas d'adoption. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel garde-fou est-ce qu'il faut mettre en place, que ce soit en termes de privacy, de sécurité et surtout au sein des entreprises? Qui doit s'occuper de faire cela, de les mettre en place? Merci. La Villa Numéris, c'est un think tank qui promeut un modèle ouvert et européen du numérique en affirmant la primauté de l'humain. Et sans explication humaine, il n'y a pas d'acceptation de la data, de l'IA et du numérique. Prenez un exemple, vous avez cité le F-Data Hub, Parcoursup. Connaissez-vous une famille qui est satisfaite de Parcoursup? Parce que vous avez le sentiment que c'est une IA qui va décider de votre destinée et de votre avenir. Il n'y a pas de voie de recours, pas de juge et donc pas de justice. Et donc, quand il n'y a pas de justice, il y a un rejet de cette technologie. Et c'est bien pour ça, on a bien vu la vie rêvée des données ce matin, mais néanmoins, nos concitoyens sont, alors qu'ils sèment sans arrêt des cailloux blancs à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sont malgré tout très méfiants de ces données et des usages que l'on peut en faire. Et donc, effectivement, avant toute chose, c'est bien une explication et un débat qu'il faut engager, y compris au sein des entreprises, du plus modeste au plus illustre. Et quand on parle d'éthique, c'est un mot assez pratique finalement et un peu à double fond qui permet d'y entasser toutes ces craintes et ces méfiances au risque de les augmenter. Et je pense qu'en entreprise, il faut revenir à des mots et à des manières de faire qui sont éprouvées quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, quand on parle de correspondants de la CNIL dans les entreprises, quand on parle de data scientist, quand on parle de système d'information. Et donc il faut en revenir à cette base-là, au risque sinon d'en faire un mythe, et ce mythe sera rejeté. Alors Camille, justement, votre avis là-dessus, comment est-ce qu'on peut mettre en place au sein d'une entreprise une politique d'IA qui va permettre aux collaborateurs d'utiliser les données des clients, mais pour justement aller chercher l'impact, mais tout en ne pas sans outrepasser finalement sur la privacy des clients? Alors déjà, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'à mon avis, les consommateurs sont plutôt ouverts à la personnalisation. Et on voit que les consommateurs, quand ils vont nous donner une information, par exemple sur le fait que cette personne est un homme, elle s'attend à derrière avoir des recommandations, par exemple d'offres, qui vont être personnalisées, prendre en compte cette information et pas devoir donner cette information à chaque fois. Donc je pense que je suis peut-être un peu plus positive, mais je pense que le consommateur finalement est en demande de personnalisation. La question, c'est comment le faire de manière responsable et s'assurer que le consommateur a vraiment confiance. Je vois 3 points. D'abord, vraiment bien distinguer ce que l'entreprise connaît du consommateur de ce que le consommateur a autorisé l'entreprise à utiliser. On a parlé tout à l'heure du consentement. Je pense que c'est même un cran plus loin qu'il faut aller. Par exemple, si Laurence et moi, on va dans un café tous les jours à la même heure et
l'entreprise peut du coup en tirer comme information qu'on est probablement amis. J'ai malgré tout pas déclaré cette information et j'ai pas envie qu'on utilise cette information. Donc je pense que au-delà de consentir à donner des informations, il faut être très clair avec le consommateur sur comment on l'utilise. Ensuite, il faut un partage de valeurs assez clair entre l'entreprise et le consommateur. Donc faire de la personnalisation, évidemment, pour avoir de l'impact au niveau de l'entreprise, mais aussi que ça permet, qu'il y ait un bénéfice assez clair pour le consommateur. Et troisième chose, je pense qu'au sein de l'entreprise, il faut qu'on ait des actions très concrètes pour rassurer à la fois les collaborateurs et les consommateurs sur ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, avoir des responsabilités humaines très claires associées à chaque algorithme. Par exemple, si on a un algorithme qui aide dans les décisions de recrutement, s'il y a un biais dans l'algorithme parce qu'on a utilisé des données qui sont des données du passé et que du coup on a un biais dans les propositions qui sont faites, c'est pas l'algorithme qui est responsable, mais c'est bien l'humain et le directeur du recrutement, et je sais de quoi je parle puisque je suis aussi directrice du recrutement pour BCG. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, s'assurer qu'on met des garde-fous, des règles business en amont de la construction de ces modèles. Si on demande à une machine de proposer une optimisation des prix dans un environnement rural aux États-Unis, on a vu par le passé que cet algorithme pouvait conduire à des prix qui sont excessivement élevés dans des zones défavorisées. Bon, il faut du coup contrôler en amont, mettre des règles business pour éviter ce genre de situation et donner confiance. Troisième chose, mettre en place des systèmes qui permettent de tester la robustesse de ces algorithmes. Et dernière chose sur l'explicabilité, effectivement avoir des processus qui permettent d'expliquer quelles sont les variables qui ont été prises en compte, qui conduisent à ce type de solution. Et donc ça, c'est très important, notamment dans la santé. Et enfin, tout ça, ça peut se mettre en place uniquement si on a des Chief Ethic Officers qui s'assurent que ces processus sont définis et suivi dans toute l'entreprise. Alors juste un commentaire, ça paraît presque utopique puisque les choses vont tellement vite qu'on a du mal à comprendre comment on peut être toujours sur la même page avec les consommateurs et les clients. Mais voilà, c'est un peu une réflexion que je me faisais. Laurence, en ce qui concerne le cadre à établir, au niveau européen, il y a des efforts qui ont déjà été faits, le RGPD, le Digital Markets Act qui a été lancé il y a quelques semaines par le commissaire européen Thierry Breton. Est-ce que c'est suffisant pour reprendre aujourd'hui la main sur nos données face aux GAFA ? Je pense que ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a une stratégie qui me paraît extrêmement intéressante, qui est celle d'aller plus loin dans ce qu'on est en train de faire. On parle toujours du cadre européen. Or, comme je disais tout à l'heure, à travers le GPAI, il y a plusieurs démocraties au monde, en fait, qui seraient capables d'avoir les mêmes valeurs et d'avoir envie de développer dans le même sens. Donc, il est important qu'on essaie de créer cela à un niveau au-dessus de l'Europe. Le RGPD, par exemple, a été au départ vu comme un frein, et maintenant, il est copié, en fait, dans un certain nombre de pays. Ce Digital Service Act, ou le fait d'éviter les monopoles d'industriels qui vont prendre l'ensemble des données ou qui vont influencer beaucoup trop et avoir beaucoup trop de pouvoir, c'est un sujet qui est aussi un sujet international et qui me semble être pour nous essentiel de mettre sur la table en coopération. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin que ce qu'on fait sur l'Europe, en coopération avec les États-Unis, le Japon, l'Australie. Vous voyez bien arriver plusieurs pistes, en tout cas certains pays qui montrent qu'ils ont envie en fait de prendre ce même train. Et il faut l'ouvrir, sinon on risque d'arriver pas à un échec, mais à quelque chose qui sera moindre, parce que les États-Unis vont développer autre chose sur le commerce, et donc économiquement parlant, on n'arrivera pas à faire passer les idées. Donc il est essentiel qu'on soit sur ce terrain de jeu au niveau le plus haut, ensemble. Au moins sur ces démocraties qui sont capables de s'aligner et de discuter ensemble. Le GPAI, par exemple, qui est un outil qui a été fait par le gouvernement, on n'en parle pas. Je suis très étonnée parce que on est en train, nous, de travailler sur ces aspects de possibles d'interaction, et je vois que l'Europe monte de son côté, ce qui est très bien, mais pas suffisant. Et cet outil d'explication
question de concertation, de mise en œuvre, peut-être, si on arrive à être assez fort, doit être utilisée. De la même façon que les comités d'éthique doivent être utilisés par les industries qui n'ont pas forcément les forces pour développer en interne certaines choses, qui se posent des questions. Comment ils pourraient mettre en œuvre l'éthique by design, c'est-à-dire se poser ces questions à toutes les étapes du déploiement d'un produit. Comment on fait pour bien évaluer sur des bacs à sable à partir de données mutualisées par différents acteurs dans différents secteurs. On l'a vu sur, par exemple, moi je suis experte sur les agents conversationnels et les émotions qu'on pourrait mettre dans ces systèmes qui permettent de vous manipuler très facilement. Donc je préviens qu'effectivement, il y a énormément de sujets. Et dans ce comité éthique, on a un axe sur les agents conversationnels. On vous encourage, si vous avez ces utilisations dans la banque ou dans d'autres secteurs d'activité, de nous poser les questions qui sont les questions prégnantes que vont vous poser vos clients, que vont vous poser les acteurs conjoints. Comment on peut faire une économie positive avec des règles éthiques, sans utiliser ce terme fourre-tout un peu partout, mais avec le respect de certaines valeurs et un certain nombre de méthodes. C'est des mesures à faire, des protocoles. C'est pas vain. Il y a un travail derrière de fond dans lequel il faut embarquer, certes, les juristes, et il faut aller plus loin que peut-être ce qu'ils sont en train de monter, mais également des gens en pluridisciplinarité, des sociologues, des anthropologues, des philosophes et des informaticiens, et des gens qui sont capables de maîtriser ce qu'il y a dans ces outils IA pour savoir comment on lève le tapis, comment on fait pour changer les choses. Alors David, quel rôle doit avoir le secteur privé là-dedans? Est-ce que le secteur privé doit justement montrer l'exemple en termes, par exemple, de mutualisation? Alors, la mutualisation est nécessaire et indispensable puisqu'il y a une prime à celui qui accumule le plus de données, et celui qui accumule le plus de données prédira mieux, prescrira mieux que les autres. Alors c'est vrai, et on l'a vu dans les témoignages des entreprises, il y a une volonté de partage, d'ouverture. La réalité, c'est qu'il reste aussi une culture de cacher sa copie assez forte dans un pays comme le nôtre. On est plusieurs ici à avoir pris une initiative commune au printemps dernier, de mutualiser avec Guillaume Le Boucher en particulier, nos data scientists pour modéliser et prévenir la pandémie. On est allé voir tous les grands opérateurs de données, bancaires, transports, les pouvoirs publics et les géants du numérique. La réalité, c'est qu'on a souvent trouvé porte close et que ceux qui étaient le plus disposés à partager ces données étaient les géants mondiaux que l'on montre du doigt en permanence par ailleurs. Chercher l'erreur. Et donc effectivement, il y a cette nécessité, peut-être dès que les temps se calmeront un peu, de réunir peut-être une conférence des grandes entreprises pour voir ce qu'elles peuvent à terme mutualiser, et pas que les entreprises, les pouvoirs publics également se doivent d'être exemplaires. Les ministères, notamment en France, sont sûrement parmi les plus grands possesseurs de données au monde. Et effectivement, quand je reviens à l'éducation nationale, il est quand même inacceptable qu'on ne puisse pas utiliser des données accumulées sur des dizaines d'années pour mieux aider les enfants à les orienter. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juste la dernière question que j'avais, et vous pouvez tous y répondre, mais quels sont les freins que les entreprises ont aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elles refusent de mutualiser? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour les incentiver à mutualiser? Il y a plusieurs freins. Je pense qu'il y a déjà un premier frein, c'est qu'on peut se dire que les données, c'est aussi une source d'avantages concurrentiels, donc on n'a pas nécessairement un incentive à les partager. Ça, c'est peut-être une première chose. Donc, je suis assez d'accord qu'il faudrait déterminer des cas d'usage sur lesquels ce serait bien pour la société de partager ces données. Et puis ensuite, on voit que même au sein d'une entreprise, c'est déjà difficile de bâtir des data modèles communs. On parlait sur BPCE, qui est un groupe décentralisé. Je ne connais pas BPCE, mais j'imagine que ça doit être aussi compliqué d'avoir un data modèle commun. Donc ça, c'est le deuxième frein un peu pratique, qui est que déjà, au sein d'une entreprise, c'est compliqué. Donc mutualiser au-delà, ça l'est encore plus. Et donc c'est pour ça que vraiment, il faut d'abord partir des cas d'usage. Très bien, merci. Juste, moi, j'aurais envie de rajouter qu'il est nécessaire d'anticiper, d'avoir une vision de ce qu'on veut construire comme société et de comprendre quelles sont les données d'intérêt général. Comment on fait pour mutualiser ces données-là? Et comment on fait pour aussi convaincre que c'est winner-winner? C'est-à-dire que les entreprises vont y gagner aussi énormément en force de frappe.
Alors, il y a parfois une utilisation un peu honteuse de la donnée et je pense que beaucoup de sociétés en connaissent effectivement plus que leurs consommateurs eux-mêmes, lesquels seraient très surpris de le découvrir. Et donc, si on peut ne pas leur dire, à la limite, et mieux les servir, ça peut arranger tout le monde. Oui, je pense qu'il faut éviter, il faut plus de transparence en fait sur ces différents niveaux. Sinon, effectivement, derrière, il y a une crainte de manipulation qui est sans doute réelle. Voilà, merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus pour cette table ronde.